Claire fixait l'enveloppe crème sur son bureau. Le cœur battant à tout rompre. C'était l'invitation au mariage de Marie. La femme qu'elle aimait depuis 3 ans en secret. Avec un homme issu d'une famille conservatrice influente. Et le comble. C'est qu'elle, Claire, venait de rédiger le décret présidentiel renforçant les droits des couples homosexuels. Un document qui rendait leur amour possible mais qui la confrontait à l'hypocrisie de sa propre vie cachée. Elle déchira l'enveloppe d'un geste tremblant. Et les mots dansèrent devant ses yeux. Marie Dupont et Alexandre Bertrand vous invitent à célébrer leur union le 15 juin à la cathédrale de Notre-Dame. Un sanglot étouffé échappa à Claire alors qu'elle s'effondrait sur sa chaise dans son bureau exigu de l'Élysée. Comment en était-elle arrivée là? Marie. Avec son sourire envoûtant et ses yeux qui promettaient l'éternité, allait se lier à un homme pour satisfaire les attentes familiales. Pendant que Claire, piégée dans son rôle de secrétaire discrète, luttait contre l'envie de tout révéler. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, lors d'une réception officielle au palais. Claire, alors âgée de 25 ans, venait d'être promue assistante au secrétariat général. Elle était ambitieuse, issue d'une famille modeste de province, et avait gravi les échelons grâce à son intelligence acérée et sa discrétion légendaire. Ce soir-là, parmi les lustres étincelants et les conversations feutrées, elle avait croisé le regard de Marie, une avocate spécialisée en droits humains, invitée pour son travail sur les égalités sociales. Marie, 27 ans à l'époque, rayonnait d'une assurance tranquille, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules, son rire résonnant comme une mélodie interdite. Elles s'étaient approchées l'une de l'autre comme aimantées. Une discussion sur la réforme du mariage pour tous avait vite dérivé vers des confidences personnelles. Marie avait avoué son combat intérieur contre les pressions de sa famille catholique traditionnaliste, qui la voyait déjà mariée à un héritier convenable. Claire, de son côté, avait partagé son isolement en tant que lesbienne non assumée dans un milieu politique où les apparences primaient. Cette nuit-là, sous les étoiles du jardin de l'Élysée, elles avaient échangé leur premier baiser, un moment volé qui avait scellé leur destin. Mais la réalité les avait rattrapés. Marie vivait sous le joug de ses parents, des bourgeois parisiens qui finançaient sa carrière et dictaient ses choix. Tu dois perpétuer la lignée, lui répétait-il sans cesse. Claire, quant à elle, craignait que son orientation sexuelle ne ruine sa carrière naissante. Elle s'était promise de garder leur relation secrète, se voyant en cachette dans des cafés discrets ou des appartements loués. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de peur. Un équilibre précaire entre passion et prudence. Au fil des mois, les conflits intérieurs s'étaient intensifiés. Claire se sentait coupable de pousser Marie à défier sa famille, sachant le prix émotionnel que cela impliquait. Marie, tourmentée par son éducation religieuse, se débattait avec des questions morales. Était-ce un péché d'aimer une femme? Était-elle en train de trahir ses valeurs profondes? Leur dispute éclatait souvent après des dîners familiaux où Marie feignait l'intérêt pour des prétendants arrangés. Je ne peux pas les décevoir, Claire. Ils m'ont tout donné, murmurait-elle, les larmes aux yeux. Claire, de son côté, affrontait ses propres démons. À l'Élysée, elle rédigeait des notes sur les avancées sociétales, défendant ardemment l'égalité. Mais dans sa vie privée, elle se cachait. Son chef de cabinet, un homme rigide, avait un jour fait une remarque homophobe en réunion, renforçant sa peur d'être découverte.
Elle se sentait hypocrite, prônant la liberté tout en vivant dans l'ombre. Un soir, après une énième querelle, Marie avait annoncé sa décision, elle accepterait les fiançailles avec Alexandre, un ami d'enfance choisi par ses parents. C'est pour nous protéger, Claire. Une fois mariée, je pourrais négocier ma liberté. Mais Claire savait que c'était un mensonge, une capitulation face à la pression sociale. Elle avait pleuré toute la nuit, se sentant trahie, abandonnée. Maintenant, tenant l'invitation, Claire réalisait l'ampleur du sacrifice. Elle venait de finaliser le décret sur l'adoption pour couples homosexuels, un texte qui symbolisait tout ce pourquoi elle se battait. Ironie du sort, ce document pourrait un jour permettre à des femmes comme elle de fonder une famille. Mais pour l'instant, il ne faisait qu'accentuer sa douleur. Elle serra les poings, déterminée à ne pas laisser cela se produire sans lutter. Demain, elle confronterait Marie. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Claire évitait les appels de Marie, se concentrant sur son travail pour oublier. Mais chaque réunion à l'Élysée lui rappelait son hypocrisie. Lors d'une session avec le président, elle défendit le décret avec ferveur, arguant que la société française devait évoluer au-delà des préjugés. Ses collègues applaudirent, ignorant que ces mots étaient teintés de désespoir personnel. Enfin, elle céda et accepta de rencontrer Marie dans un parc discret de Paris. Marie arriva. Plus belle que jamais. Mais les cernes sous ses yeux trahissaient son tourment. Claire, je t'en prie. Comprends-moi. Ma famille menace de me couper les vivres si je refuse. Claire explosa, et nous? Notre amour? Tu vas tout sacrifier pour de l'argent et des traditions archaïques? Leur dispute attira des regards curieux. Mais elles s'en moquèrent. Marie avoua alors sa peur profonde, la crainte du rejet social, de l'exclusion. Dans mon milieu, être lesbienne, c'est être une paria. Claire rentra chez elle, le cœur lourd. Elle savait que cette confrontation n'était que le début. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les élites. Elle décida de creuser plus profond, de comprendre les racines de la pression sur Marie. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une résolution nouvelle. Elle ne pouvait pas laisser Marie se marier sans tenter de la sauver et de se sauver elle-même. Elle commença par enquêter discrètement sur la famille de Marie. Utilisant ses connexions à l'Élysée, elle accéda à des dossiers publics. Les Dupont étaient des piliers de la droite traditionnelle, donateurs pour des causes catholiques opposées aux droits LGBTQ+. Leur influence s'étendait jusqu'au Parlement, où ils lobbyaient contre les extensions des lois sur le mariage. Cette découverte la frappa comme un coup de poignard. Marie n'était pas seulement victime de pression familiale, elle était piégée dans un réseau d'intérêts politiques et sociaux. Claire se sentit trahie non seulement par Marie, mais par le système qu'elle servait. Comment pouvait-elle travailler pour un gouvernement progressiste tout en voyant ses proches souffrir des vestiges du passé? Elle contacta une amie journaliste, Léa, qui avait couvert des scandales similaires. Claire, les familles comme les Dupont utilisent le mariage comme outil de pouvoir. Alexandre n'est pas un hasard, c'est un allié politique. Léa lui envoya des articles sur des cas où des femmes avaient été forcées à des unions hétérosexuelles pour préserver l'image familiale. Claire lut avidement, chaque mot ravivant sa colère. Pendant ce temps,
Marie luttait de son côté. Chez ses parents. Lors d'un déjeuner dominical, elle endura les éloges sur Alexandre. Il est parfait pour toi, ma chérie. Stable, croyant, issu d'une bonne lignée. Sa mère, une femme rigide aux cheveux grisonnants, la scrutait avec suspicion. Marie se força à sourire. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle repensait à Claire, à leur nuit volée, à la tendresse qui la faisait se sentir vivante. Était-ce vraiment un péché? Son éducation catholique lui avait inculqué la culpabilité. Mais son cœur criait le contraire. Elle décida de confronter sa mère en privé. Maman. Et si je n'aimais pas Alexandre comme ça? La réponse fut cinglante, l'amour vient avec le temps. Pense à ton avenir. À tes enfants. Nous t'avons élevé pour mieux que des caprices. Marie sortit de là anéantie. Réalisant que défier sa famille signifierait perdre non seulement leur soutien financier, mais aussi leur amour conditionnel. Claire, ignorant ce combat, prépara un plan. Elle inviterait Marie à une soirée officielle où le décret serait annoncé. Peut-être que voir le progrès en action la convaincrait. Mais avant, elle dut affronter son propre miroir. Dans son appartement solitaire, elle appela sa sœur, la seule à connaître son secret. Sophie. Je ne sais plus quoi faire. Je l'aime. Mais elle choisit la facilité. Sophie. Compréhensive. Répondit, l'amour vrai demande des sacrifices. Es-tu prête à risquer ta carrière pour elle? Cette question hanta Claire. Sa carrière à l'Élysée était tout pour elle. Un rempart contre son passé modeste. Révéler son orientation pourrait la faire licencier. Ou pire. La blacklistère. Pourtant, le silence la rongeait. Elle commença à rédiger une lettre anonyme pour un journal, dénonçant l'hypocrisie des élites conservatrices. Mais elle hésita, craignant les représailles. Marie, de son côté, commit une erreur. Lors d'une fitting de robe de mariée, elle confia à une amie proche son dilemme. J'aime quelqu'un d'autre. Une femme. L'amie, choquée, promit le silence. Mais le doute s'installa. Le soir même, Marie appela Claire en larmes, « Je ne peux pas continuer comme ça. Viens me voir. » Elles se retrouvèrent dans un hôtel discret, où Marie avoua tout, la pression, la peur, mais aussi son amour indéfectible. Elles passèrent la nuit à parler, à se réconforter, renforçant leur lien mais accentuant le conflit. Le lendemain, la trahison frappa. L'ami de Marie avait parlé à Alexandre, qui confronta Marie. Si c'est vrai, je romps tout. Mais ta famille le saura. Marie paniqua, niant tout. Mais le mal était fait. Alexandre, blessé dans son ego, menaça de révéler le secret. Marie appela Claire en urgence, il sait. Tout va s'effondrer. Claire, furieuse, vit cela comme une opportunité. Utilisons ça pour te libérer. Dis la vérité à ta famille. Mais Marie refusa, terrifiée par les conséquences. Leur dispute escalada, Marie accusant Claire de ne pas comprendre les enjeux sociaux. Toi,
Avec ton job protégé. Tu parles facilement. Claire répliqua, et toi? Tu préfères une vie de mensonge? Elles se séparèrent en colère, chacune confrontée à ses choix. À l'Élysée, Claire reçut une promotion inattendue, chef de projet sur les droits sociétaux. Cela signifiait plus de visibilité, mais aussi plus de risques si son secret éclatait. Elle accepta, voyant cela comme un signe. Mais intérieurement, elle se préparait à une bataille plus grande. La société française, avec ses lois avancées, masquait encore des discriminations subtiles. Claire décida d'enquêter plus loin sur Alexandre et les Dupont, utilisant ses accès pour découvrir des irrégularités financières liées à des lobbies anti-LGBTQ+. Marie, isolée, commença à questionner sa foi. Elle visita une église, priant pour des réponses. Un prêtre progressiste lui parla d'acceptation, Dieu aime tous ses enfants. Cela planta une graine de doute, mais la peur persistait. Elle savait que le mariage approchait. Et avec lui, une décision irrévocable. Les semaines suivantes furent un crescendo de tension. Claire, armée de ses découvertes, confronta Alexandre en privé lors d'une réception. Je sais pour vos liens avec des groupes conservateurs. Si vous forcez Marie au mariage, je révèle tout. Alexandre, un homme arrogant aux traits durs, rit, et qui croira une secrétaire anonyme? De plus, Marie a choisi librement. Mais son regard trahissait l'inquiétude. Claire bluffait en partie, mais son audace grandissait. Marie apprit la confrontation et explosa contre Claire. Tu risques tout pourquoi? Pour me forcer la main? Leur relation, autrefois havre de paix, devenait champ de bataille. Marie se sentait manipulée, coincée entre l'amour et la loyauté familiale. Elle confia à son père ses doutes, sans révéler le secret. Papa, et si ce n'était pas ce que je veux? Il répondit froidement, les choix ont des conséquences. Pense à ton héritage. Claire, de son côté, affronta un dilemme moral. En utilisant ses accès officiels pour des recherches personnelles, elle frôlait l'illégalité. Son chef la surprit un jour. Claire, vous semblez distraite. Tout va bien? Elle mentit. Mais le doute s'installa. Elle commença à assister à des réunions de soutien LGBTQ+, anonymement, où elle entendit des histoires similaires, femmes piégées par la société, familles imposant des normes hétérosexuelles. Cela renforça sa détermination, mais accentua sa solitude. Une nuit, Marie fit un choix impulsif. Elle annula une sortie avec Alexandre et rejoignit Claire. Elles marchèrent le long de la Seine, main dans la main pour la première fois en public. Je t'aime, Claire. Mais je ne sais pas si je peux tout abandonner. Claire répondit, l'amour vrai demande du courage. Regarde ce que je risque pour toi. Elles s'embrassèrent sous les lumières de Paris. Un moment de pureté au milieu du chaos. Mais le lendemain, la réalité frappa. Les parents de Marie découvrirent l'annulation et la confrontèrent. Alexandre nous a dit que tu voyais quelqu'un d'autre. Une femme? Marie. Paniquée. Nia. Mais les larmes la trahirent. Son père explosa, c'est une abomination. Tu nous déshonores. Sa mère pleura, invoquant la religion.
Marie fut mise à la porte temporairement, forcée de réfléchir. Elle appela Claire, ils savent presque tout. Je suis perdue. Claire l'accueillit chez elle. Un acte risqué. Elles passèrent des jours à discuter, à peser les options. Marie explorait ses conflits internes, la culpabilité catholique contre la joie de l'amour authentique. Claire partageait ses peurs professionnelles, admettant que révéler leur relation pourrait coûter sa carrière. Ensemble, elles décidèrent d'affronter les Dupont. La rencontre fut explosive. Chez les parents de Marie, Claire se présenta, « Je suis celle que Marie aime. » Le père hurla, « Sortez. Vous corrompez ma fille. » La mère invoqua la Bible. Marie défendit leur amour, « C'est réel. Pas un caprice. » Mais les parents restèrent inflexibles, menaçant de la déshériter. Marie sortit en larmes, choisissant Claire pour la première fois. Pourtant, la victoire était amère. Alexandre, furieux, répandit des rumeurs dans les cercles politiques. À l'Élysée, Claire entendit des chuchotements. Son chef la convoqua, « Des allégations sur votre vie privée. » Vrai? Claire, tremblante. Admis, oui. Je suis lesbienne. Et fière. Le silence fut pesant. Cela pourrait compliquer les choses, dit-il. Claire réalisa le prix, possible relégation ou licenciement. Marie, coupée de sa famille, luttait avec la perte. Elle questionnait ses choix, avait-elle sacrifié trop? Leur relation, sous pression, craquelait. Des disputes surgissaient sur l'argent, l'avenir. Claire proposa, « Marions-nous » une fois le décret passé. Mais Marie hésitait, hantée par les mœurs. La société amplifiait les tensions. Des articles sur les lobbies conservateurs mentionnaient les Dupont, forçant Claire à témoigner anonymement. Cela attira l'attention, augmentant les risques. Marie reçut des appels haineux d'anciens amis. Elle se sentait traquée. Leur amour devenu symbole de lutte. Claire, en rédigeant le discours présidentiel sur l'égalité, infusa ses mots de passion personnelle. Mais intérieurement, elle doutait, valait-il la peine de tout perdre? Marie, visitant un thérapeute, explorait ses traumas familiaux, réalisant que son éducation l'avait conditionnée à la soumission. Lentement, elle s'éveillait. Mais le chemin était douloureux. Le climax approchait avec l'annonce du décret. Claire, malgré les rumeurs, fut invitée à la cérémonie officielle. Marie l'accompagna en secret, observant depuis les coulisses. Le président prononça, « La France avance vers plus d'égalité. » Claire applaudit. Larmes aux yeux, voyant son travail fructifier. Mais dehors, des manifestants conservateurs protestaient, scandant des slogans anti-LGBTQ+. À la sortie, un journaliste reconnut Claire, « Mademoiselle. Des rumeurs sur votre vie privée. Comment conciliez-vous cela avec votre rôle? » Claire, prise au dépourvu, répondit, « L'amour n'a pas de genre. C'est ce que défend ce décret. » Les mots firent le buzz, exposant son secret au grand jour. Les retombées furent immédiates. À l'Élysée, son chef la suspendit temporairement, pour votre sécurité.
Claire se sentit trahie par le système qu'elle servait. Marie, de son côté, affronta sa famille une dernière fois. Je choisis Claire. Acceptez-le ou perdez-moi. Le père céda partiellement, réfléchit. Nous t'aimons. Mais la mère, plus douce, promit d'essayer. Mais Alexandre n'abandonna pas. Il contacta un tabloïd, révélant des détails intimes. Un article parut, scandale à l'Élysée, une secrétaire impliquée dans une affaire lesbienne. Claire fut harcelée en ligne, recevant des menaces. Marie, paniquée, suggéra de fuir, partons à la campagne. Mais Claire refusa, non. On se bat. Elles organisèrent une contre-attaque. Claire contacta des associations LGBTQ+, partageant leur histoire. Une conférence de presse fut tenue, où Marie déclara « J'ai été forcée à un mariage hétéro pour des raisons sociales. Aujourd'hui, je choisis l'authenticité. » Le public fut divisé, soutien progressiste contre backlash conservateur. Intérieurement, Marie luttait avec la culpabilité. Avait-elle trahi sa famille pour un amour égoïste? Claire, doutant de sa carrière ruinée, questionnait, valait-il la peine? Leur nuit était hantée de discussions sur l'éthique, était-ce moral de forcer le changement social au prix personnel? Un soir, la trahison ultime survint. Une cousine de Marie, jalouse, révéla des messages privés à la presse. L'article accusa Claire d'abus de pouvoir. L'Élysée lança une enquête interne. Claire fut interrogée, « Avez-vous utilisé des ressources officielles pour des affaires personnelles ?» Elle admit partiellement, risquant la prison. Marie, voyant Claire souffrir, offrit de se sacrifier, « Je retourne chez mes parents. » Annule tout. Mais Claire refusa, « Non. On affronte ensemble. » Leur lien se renforça dans l'adversité. Mais le prix était élevé, amis perdus. Famille divisée. Carrière menacée. La société réagit. Des pétitions de soutien circulèrent, mais aussi des campagnes haineuses. Claire reçut un appel anonyme, abandonné ou payé. Elles se cachèrent. Paranoïaque. Marie, en thérapie, s'éveilla à sa force intérieure, rejetant les dogmes religieux. Claire, défendant son cas, argumenta sur la discrimination systémique. Enfin, l'enquête conclut à une faute mineure. Claire fut rétrogradée, mais gardée. Marie réconcilia partiellement avec sa famille, qui accepta un dialogue. Mais les cicatrices restaient. Elles décidèrent de se marier discrètement, symbolisant leur victoire. Pourtant, le doute persistait, avait-elle choisi correctement? Les mois suivants apportèrent une accalmie précaire. Claire, rétrogradée à un poste moins visible, continua à défendre les causes sociétales. Marie, indépendante financièrement grâce à un nouveau job, reconstruisait sa vie. Leur mariage eut lieu dans une mairie parisienne, entourée d'amis progressistes. Ce fut un moment de joie pure, mais teinté de mélancolie pour les absents, la famille de Marie. Pourtant, les conflits internes ne s'éteignirent pas. Marie rêvait souvent de sa mère, se demandant si elle avait brisé un lien sacré. Claire, hantée par sa quasi-chute professionnelle,
Questionnait l'équilibre entre passion et prudence. Elle discutait tard dans la nuit, avons-nous payé trop cher? La société française, évoluait en surface, révélait ses failles, discrimination subtile au travail, regard désapprobateur dans la rue. Un jour, Claire reçut une lettre de son ancien chef, une promotion potentielle, mais conditionnée à la discrétion. Elle refusa, choisissant l'authenticité. Marie, confrontant son père, obtint une réconciliation fragile, nous t'acceptons, mais lentement. Cela apporta un espoir, mais souligna les compromis nécessaires. Leur histoire inspira d'autres. Des femmes contactèrent Marie pour des conseils, partageant des récits similaires. Claire écrivit un essai anonyme sur les pressions sociétales, sparking un débat national. Mais avec la visibilité venaient les attaques, un groupe conservateur les cibla en ligne. Elles durent déménager, renforçant leur résilience. Au fil du temps, elles s'éveillèrent pleinement. Marie abandonna les vestiges de sa culpabilité religieuse, embrassant une spiritualité inclusive. Claire, libérée de ses chaînes professionnelles, fonda une association pour soutenir les LGBTQ+ dans la politique. Leur amour, forgé dans le feu, devint plus fort, mais marqué par les sacrifices. Pourtant, des regrets surgissaient. Marie avoua un jour, parfois, je me demande si j'aurais dû céder pour une vie plus facile. Claire répondit, mais aurais-tu été heureuse? Leur dialogue constant explorait les nuances morales, le droit à l'amour contre les devoirs familiaux, la liberté individuelle face aux normes sociales. La fin approcha avec une ultime confrontation. Les parents de Marie invitèrent le couple. La soirée fut tendue, mais honnête. Le père admit, j'ai eu tort de te forcer. La mère pleura, embrassant Claire. Ce fut une catharsis, mais pas une fin heureuse parfaite, les blessures guérissaient lentement. Claire et Marie, assises sur un banc face à la Seine, réfléchirent à leur parcours. Des choix controversés, des trahisons, des dommages collatéraux. Elles avaient défié la société, payé le prix, et émergé transformées. Mais la question persistait, dans un monde de pression. L'amour authentique justifie-t-il toujours les sacrifices? Est-il moral de prioriser son bonheur personnel au détriment des liens familiaux traditionnels?